Désert du Tamesna, nord-est du Mali. Un océan de sable. Immense territoire impossible à contrôler. Nous sommes escortés par des rebelles Touaregs. Ils empruntent des pistes invisibles que seuls les hommes du désert connaissent. Nous parcourrons les 600 km qui nous séparent de Kidal sans croiser Amkivi. Kidal a été libéré des djihadistes par l'armée française. Mais en arrivant, nous constatons que les rebelles contrôlent les entrées de la ville. À ce checkpoint, ni soldats français, ni soldats maliens. Uniquement des Touaregs du MNLA, avec leur drapeau. Salam alaikum. Le mouvement rebelle Touareg est bien le maître des lieux. Kidal ressemble un peu à une ville fantôme. Une grande partie des 25 000 habitants a fui les combats et la présence d'AQMI. Les combattants Touaregs sont partout. Sur les murs, Azawad. C'est le nom que donnent les Touaregs du MNLA au nord Mali qu'ils revendiquent. En avril 2012, ils en avaient délogé l'armée malienne et déclaré unilatéralement l'indépendance. Peu de temps après, ils en furent chassés par AQMI, qui prit le contrôle de la région. Sans l'intervention militaire française, Iknan n'aurait peut-être jamais pu remettre les pieds dans sa ville natale. Ce jeune leader touareg de 25 ans, à la tête d'une cinquantaine de soldats, est revenu à Kidal il y a seulement 10 jours. Qui contrôle Kidal aujourd'hui? C'est les MNLA. Plus, il y a les troupes françaises et aussi les Tchadiens. Bon, la ville est contrôlée par les MNLA, c'est elle qui contrôle les postes, c'est elle qui gère l'administration de la ville. Mais vous êtes rentré ici avec l'accord des Français ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Officiellement, la France qui est intervenue au Mali à la demande de Bamako n'a jamais fait état d'un accord avec ces Touaregs. Ce sont des indépendantistes en guerre contre l'État malien. Mais comme nous le prouvent ces images, il y a bien entente. Au centre de Kidal, les forces spéciales françaises croisent des combattants du MNLA armés. Une cohabitation difficilement acceptable pour le gouvernement malien. Si la France tient à l'écart l'armée malienne de cette zone, à majorité Touareg, c'est qu'elle craint de se retrouver au milieu du conflit qui oppose les Touaregs au gouvernement central. Un conflit vieux d'un demi-siècle qui débuta dès l'indépendance du Mali, en 1960. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, La création du Mali a totalement pris par surprise les Touaregs. Ils n'y sont pas associés. Isolés, en grande majorité illettrés, ils sont exclus du gouvernement qui se met en place à Bamako. Pour ces nomades à la peau claire, il est inacceptable d'être attachés à un Mali dominé par les populations d'Afrique noire. Ils adressent alors une lettre au général de Gaulle, une pétition en forme de prémonition. Il est demandé à la France de laisser le pays en l'état où elle l'a trouvé. Si elle ne fait pas ça, alors il y a deux conséquences importantes qui sont mentionnées dans cette lettre-là. Ou bien les troubles locaux regrettables surviendront, ou bien il y aura des émigrations vers le nord ou vers le Moyen-Orient. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça date de 30 mai 1958. La France ne donnera pas suite et la première révolte éclate dès le départ des Français. Intala Agataer y a participé. Il est le chef traditionnel des Touaregs depuis 1962. Je vais te raconter ce qui nous a poussés à prendre les armes. Le Mali nous méprisait. Il tuait nos élites, nos chefs. Il y avait une vraie volonté de faire disparaître notre société. Il y avait les violences sur les femmes aussi, qui étaient inacceptables. Ils volaient nos animaux. Et notre bétail, c'était notre seule ressource. C'est tout cela qui m'a définitivement éloigné du Mali.
Il y a eu 3 révoltes depuis ce temps-là, suivies à chaque fois de négociations et d'accords qui n'ont rien donné. Alors, aujourd'hui, on va encore négocier pour la 4e fois, trouver un 4e accord, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Les blessures sont trop profondes. 1963 marque le début d'un cycle rébellion, répression, négociation. Depuis 50 ans, ces hommes de sable et de vent vont de soulèvement en soulèvement contre un État malien honni. Une vie de soldats nomades, avec comme seul refuge le désert. Les accords de paix seront signés en 1996 puis en 2006. À chaque fois, Bamako promet intégration et développement pour le nord du pays, mais ces mesures ne suffisent pas. Les soldats touaregs intégrés à l'armée malienne se sentent discriminés. Quant aux centaines de millions d'euros débloqués par Bamako, ils n'arriveront jamais jusqu'ici. Dans ce désert, rien n'a changé depuis l'indépendance. De simples trous dans le sable font office de puits. Je fais plus de 20 km pour arriver à ce puits tous les jours. Je ne fais que ça. Le Mali n'a jamais rien fait pour nous. Avec l'arrivée de la saison chaude, ces puits seront bientôt asséchés. Pourtant, à quelques mètres sous terre, l'eau y est abondante. Mais sans moyen de forage, ces éleveurs vont devoir quitter la région. Promesses et argent se sont évaporés dans le désert, mais pas les souvenirs de la répression. Dans certains villages, la terre en porte encore les stigmates. Ali a pris les armes après le massacre de 47 membres de sa famille par l'armée malienne. C'était en 92, pendant la 2e rébellion. Ici, vous voyez des tombes d'enfants et de femmes. Là, il y en a d'autres. Tous ces gens ont été tués ici. Vous voyez, on a passé une semaine à les enterrer. Un blindé s'est positionné de ce côté-là et un autre véhicule vers les maisons là-bas. Ils ont ouvert le feu sur les gens et le bétail qui étaient rassemblés ici. Là, c'est la tombe de mon père Mohamed. Ça, c'est qui? Mohamed. Mohamed, c'est mon père. L'empreinte que le Mali m'a laissée et qui m'a fait prendre les armes, c'est ça. Voilà ce que le Mali m'a laissé. Le massacre de ma famille. L'histoire d'Ali est loin d'être une exception. À Kidal, les familles touaregs racontent tout un peu la même chose. Disparition, assassinat, impunité. Sakina, elle, ne veut pas entendre parler de réconciliation. Nous que tu vois ici, nous sommes toutes orphelines, nos mamans, par l'armée malienne. L'armée qui a assassiné mon papa et 12 autres personnes. Ces assassins, ils circulent toujours à Bamako. Ils les ont gradés et circulent toujours à Bamako, tranquillement. Tu vois? Donc comment est-ce que nous pourrons rester avec les Mali? Ce n'est pas possible. Dans la maison de Sakina, 3 générations de femmes se retrouvent. Fatima, la plus ancienne, n'a rien oublié. La première rébellion, on nous a trouvés dans la brousse avec mes parents. On nous a amenés ici à Kidal, toute la famille. On nous a emprisonnés jusqu'à le décès de mon père. Quand il était décédé, je ne l'ai pas vu. Il est en prison, nous aussi, nous sommes en prison, moi et ma maman et mes frères. Il est décédé dans la prison seulement, peut-être de la faim, peut-être de la soif, peut-être de n'importe quoi. Chaque fois, quand il y a une rébellion, on fait un peu de négociation, on dit au Mali de revenir sur notre terre. Le Mali reprend la même chose. Pourquoi le Mali revient sur notre terre encore? On n'a pas besoin de le voir sur notre terre. On veut la paix seulement. Même s'il n'y a rien sur notre terre, même sauf nos animaux, on pourrait faire ça aujourd'hui, que le Mali revienne sur notre terre. On ne veut pas du tout. C'est dans ce bagne que Fadimata a été enfermée avec sa famille quand elle était encore une enfant. Cette prison sera surnommée jusqu'à sa fermeture en 1997, Bagne Mouroir. Elle reste le symbole de la présence malienne à Kidal. Depuis le départ de l'armée malienne, l'année dernière, Iknan et ses hommes peuvent enfin y pénétrer.
Sur les murs des cellules, des centaines de détenus y ont gravé leur nom. Tentative désespérée de laisser une trace. Je m'appelle Sarlan. Sarlanano, je ne sais pas. Okay. Tu vois comment ils effaçaient les traces, tu vois comment ils effaçaient, tout ça c'était écrit en tifina, tu vois comment ils les effaçaient pour éliminer les traces. Ils sont en train d'effacer les traces, c'est pareil partout dans les cellules, tu vois. Iknan et ses compagnons du MNLA vont passer la journée à essayer de trouver le nom d'un parent, d'un proche. À tous ces témoignages d'exaction, Bamako répond par une accusation. Le massacre de ses soldats à Aguelok en avril 2012. Le MNLA est pointé du doigt. Pour Bilal Aksharif, le jeune chef du MNLA, aucun de ses combattants n'était présent à Aguelok. C'est faux. Le MNLA n'a pas tiré une seule balle à Aguelok. Ce sont les djihadistes qui ont pris la ville. Pourquoi la communauté internationale ne parle que de ce qui s'est passé à Aguelok et pas des massacres de nos populations? Nous demandons donc qu'il y ait une commission d'enquête internationale indépendante sur tout ce qui est arrivé. Nous nous mettrons à sa disposition. Pour Bilal, Bamako tente de discréditer son mouvement en entretenant la confusion entre AQMI et le MNLA. Nous demandions à AQMI de quitter notre territoire, mais une brigade d'AQMI alliée au Mujao nous a attaqués à Gao. Ça a été l'ouverture des hostilités entre le MNLA et les terroristes dans l'Azawad. Dans les faits, AQMI et le MNLA n'ont jamais été des alliés. Bien au contraire. Comme le montrent ces images tournées en juin dernier à Gao, les djihadistes d'AQMI et du Mujao attaquent les hommes du MNLA. Ils sont retranchés dans le gouvernorat. Bilal sera grièvement blessé. Ces combats vont chasser définitivement le mouvement touareg de la ville. Iknan, lui, a perdu 3 de ses hommes à Gao. Pour lui, la guerre continue. Ok, écoutez, les armes doivent être approvisionnées. Soyez prêts à tirer. S'il se passe quelque chose, vous vous regroupez sur moi. Avec ses hommes, il patrouille dans la ville à la recherche de djihadistes infiltrés. La menace est encore présente. Les candidats au djihad viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques jours, des hommes ont été capturés par le MNLA. Ils appartiennent au Mujao, une branche d'AQMI. Ils sont burkinabés, maliens, nigérians, et jurent être venus dans la région uniquement pour lire le Coran. Pour les hommes qui les détiennent, c'est une toute autre histoire. Ils ont fait des formations. Ils ont fait des formations à Gao, ils ont fait des formations à Terror. Et on les a pris avec des armes. Ces prisonniers ont le profil type des combattants enrôlés dans les brigades d'AQMI. Depuis l'intervention militaire française, les djihadistes se sont éparpillés et certains ont abandonné leurs armes. Ils se sont fondus dans une population de plus en plus méfiante. Le marché, habituellement plein de vie, n'ouvre que quelques heures par jour. Ce matin, dès l'ouverture, une explosion retentit. Un kamikaze s'est fait exploser dans un entrepôt fréquenté par les militaires étrangers. Nous sommes à 700 mètres de la base française. Sur le sol, ces obus n'ont pas explosé. Indice que l'attentat aurait dû être beaucoup plus meurtrier. Seuls le gardien et le kamikaze ont été tués. Le lendemain, l'attaque est revendiquée par AQMI. Et en moins d'une semaine, 2 autres suivront, faisant 10 victimes parmi les soldats du MNLA. À Kidal, la guerre a changé de nature. AQMI utilise maintenant la terreur. Aujourd'hui, le MNLA se veut un allié de Paris contre les djihadistes. Mais les soldats français sont intervenus au Mali pour restaurer son intégrité territoriale. Le MNLA, qui demandait l'indépendance de l'Azawad, y a renoncé, mais demande toujours l'autonomie pour son territoire. Il ne veut pas entendre parler d'un retour de l'armée malienne, actuellement contenue à 300 km au sud de Kidal. Si ils s'arrêtent là où ils sont, je
pense que ça serait quelque chose qui va faciliter les dialogues, quelque chose qui va faciliter beaucoup de choses. Mais si ils avancent, je pense que tout ce qui a été engagé entre nous, y compris la plateforme qu'on a mise en place pour les dialogues et tout ce qu'on a mis en place sera complètement arrêté. Parce que là, il s'agit d'une guerre déclarée par les Maliens, appuyée par les Français qui vont les faire venir. Donc là, je pense qu'une 5e rébellion va s'éclater. L'armée française qui est intervenue au Mali pour en chasser les djihadistes se retrouve aujourd'hui impliquée, malgré elle, dans le conflit qui oppose les Touaregs à l'État malien. Il y a urgence à trouver une solution politique. Un échec des négociations entre les Touaregs et Bamako pourrait ruiner tout espoir de stabilisation durable de la région.